Bon, ben vous le savez tous. En tout cas, ceux qui ont lu la presse ce matin, c'est sûr que vous le savez. Si vous ne le savez pas après avoir lu la presse, que M. Paul Desmarais est décédé, c'est parce que là, vraiment, je sais pas. Mais est-ce que c'est juste dans la presse plus? Parce que t'es pas supposé avoir tout, là, dans la presse. Dans la presse plus, là, il y en avait des pages, je peux te le dire, là. Puis regarde, c'est un monsieur qui le mérite, surtout que c'est quand même lui le propriétaire, puis même le Journal de Montréal aussi en a parlé, puis oui, les concurrents québécois en ont parlé, Radio-Canada, tout le monde en a parlé, puis partout au Canada, là, pas juste au Québec. Alors, vous le savez. Puis, ben, ça donne bien, on a Adrien Pouliot avec nous aujourd'hui. Salut Adrien. Hey, salut Martin. Ça va? Oui, très bien. Bon, toi, tu l'as déjà rencontré, M. Desmarais? Ouais, je l'ai rencontré, je connais bien les fils, Paul Junior puis André, puis la femme de Paul, Hélène, qui était présidente du conseil d'administration de l'Institut économique de Montréal. Ah, OK. Mais M. Desmarais, en fait, moi, je l'ai rencontré une fois, mais c'était quelqu'un qui était, on l'a dit beaucoup dans la presse, qui aidait les autres, qui avait pas, qui était très généreux de son temps. Et à un certain point, on a acheté, nous, une compagnie de câbleau distribution en Ontario, dans le nord de l'Ontario, qui comprenait Sudbury. Et la personne qui était propriétaire, qui avait fondé cette compagnie de câble-là, était décédée. Puis là, ben, c'était la veuve qui était propriétaire, puis elle voulait vendre la compagnie de câble. Alors, cette petite madame, elle s'appelait Alma Ricard. OK, francophone. Ouais, francophone. J'étais allé chez elle, elle m'avait servi le thé, là. Puis bon, tu sais, c'est une petite madame qui avait 80 ans, là. Puis elle m'a dit, moi, j'achète jamais de bananes vertes. J'ai pas trop compris l'affaire, là. OK, bon. Mais j'ai su par après que Alma avait appelé M. Desmarais Senior. Ah ouais. Et il lui avait dit, écoute, je veux vendre ma compagnie de câble. Il y a un monsieur qui est venu, il s'appelle Pouliot. Tu sais, penses-tu que je devrais y vendre? Puis M. Desmarais aurait dit à Alma, oui, tu peux les Pouliot, pas de problème, tu peux leur vendre. Puis non seulement ça, mais dis-moi combien qu'il t'offre, puis je vais te dire si le prix a du bon sens. Puis, parce que la petite madame, qu'est-ce que tu veux, tu sais, elle se faisait, elle peut faire n'importe quel prix, là, c'est sûr qu'elle aurait vérifié. Mais en tout cas, tout ça pour dire que M. Desmarais l'avait aidé. OK. Puis finalement, on a conclu la transaction. Puis tout ça sans que je le sache, moi, je l'ai su comme, tu sais, 3 mois après, là. Ah bon? C'est quelqu'un qui était très discret de nature, hein, M. Desmarais. Même les journalistes, il y a plusieurs qui l'ont dit aujourd'hui, qu'il y en a, ça fait 25-30 ans qu'ils sont à la presse, puis jamais ils ont eu un appel de lui parce qu'il n'y avait pas un article ou assez d'influencer un de ses articles. Là. Alors, non seulement discret dans ce sens-là, mais même discret dans sa vie personnelle. Je sais pas si tu te rappelles, quand il y a eu la crise d'octobre, il y avait eu tout ça de rumeurs, il y a eu des rumeurs de possibilités d'enlèvement, dans sa famille. Ah ouais, puis, donc il a toujours été bien discret, puis il a jamais voulu être au-dessus du radar, là, okay. dit, là, sur le radar. Mais bon, Power, c'est une compagnie énorme, là, quand on parle que c'est, en termes de revenus, pour te donner une idée, c'est 2 fois plus de revenus que Bell Canada, là. Oh! C'est 33 milliards de revenus par année. Aïe aïe. 1 milliard de profits l'an dernier. Et il y a deux grandes divisions là-dedans. Il y a une division canadienne dont ils sont propriétaires en grande partie. Et puis ça, c'est les gens qu'on connaît le mieux, là, c'est des compagnies d'assurance comme la Great West, London Life, Canada Vie, Great West Financial. Puis ils ont aussi fait une grosse acquisition récemment aux États-Unis, la plus grosse compagnie de fonds mutuels, Putnam, qu'ils avaient acheté dans le temps de la crise dans les années 2000. Et ils ont un autre groupe qui est tout le groupe Investors, là, c'est là, les fonds mutuels. Ça, c'est ce qu'on connaît de mieux d'eux au Canada. D'ailleurs, à la bourse, t'as Power Corporation puis t'as Power Financial. Hein, t'as deux actions là, qui se ressemblent beaucoup finalement. Moi, dans la toujours à peu près le même prix, les deux. C'est bonnet blanc bonnet. Et à un certain point, M. Desmarais a été un des premiers à sortir du Canada et à l'investir ailleurs, entre autres parce qu'on lui a refusé plusieurs transactions. Ah. Lui, il a voulu acheter Télémétropole, puis ça lui a été refusé. Il avait voulu acheter le CRTC, par le CRTC. Il a voulu acheter Canadien Pacifique, ça n'avait pas marché. Puis à un certain moment, il a dit moi je m'en vais. Alors il est allé investir en Europe. Et là, il a fait une entente avec le groupe Bruxelles-Lambert et Pargesa. Ils ont acheté des trucs. Ils ont investi. Ils ne sont pas propriétaires à 100%, mais ils ont investi dans Lafarge, qui est un leader de construction à travers le monde, Gaz de France, Suez Environnement, qui est dans l'eau puis les déchets, la compagnie de pétrole Total, ils ont 4% de Total, Pernod Ricard, les spiritueux. Alors donc ça, c'est une grosse partie de ce qu'ils font. Et ils ont aussi une troisième branche qui est une branche d'investissement. Ils investissent dans toutes sortes d'affaires partout à travers le monde, des petits places, ce qu'une chose on trouvait gros, mais pour eux autres, c'est des petits placements. Puis il y en a en Chine. Et ils ont une petite division
de communication. Ils avaient un peu plus de médias. Mais monsieur, il y avait un poste de radio dans le coin de Saint-Jean sur Richelieu. Oui, puis il y avait aussi un poste de radio, il me semble en Gaspésie ou dans l'Est. Ils sont sortis de la radio, puis là, il leur reste, la presse, le Soleil, le Droit, le Nouvelliste, le Quotidien, la Tribune, la Voix de l'Est, donc des quotidiens, des petits quotidiens à travers le Québec. Puis ils ont aussi Workopolis. Ah oui, ok, c'est l'autre, ça. Mais ce qui est puis quelqu'un qui aurait investi dans les actions de Power là en même temps qu'eux autres là, ou tu sais, mettons il y a 20 ans, si tu avais investi 1500$. 1500$ il y a 20 ans, ça vaut combien? 20 000. Oh. Donc, un rendement de 13,5% par année. Comparé à la bourse, tu avais investi, tu aurais eu à peu près 9% par année. Donc, un très bon placement. Moi, c'est une des premières actions que j'ai achetées quand j'étais jeune, puis j'ai toujours gardé, puis ça a toujours été, ça a vraiment toujours bien été. Mais c'est des gens aussi qui, je pense qu'ils disaient, quand ils investissaient à long terme. Ouais, pour le long terme. C'est des gens qui regardent à long terme. C'est des gens qui vont acheter, dans les recettes à succès, là, c'est acheter des actifs de qualité. Deuxièmement, quand M. Desmarais avait acheté Power Corporation en 1968, il y avait un paquet de cochonneries là-dedans, toutes sortes de bébelles. Il était même propriétaire, je pense, de Blue Bonnets. Ils ont vendu ça. Il y avait une usine de production de pétrole, de gaz, des ranchs en Australie. Il y avait des stations de ski dans les Rocheuses. Ils ont tout fait de le ménage là-dedans. Un autre des secrets de Power, c'était, comme tu dis, qu'ils travaillaient pour le long terme. Puis c'est des gens qui sont patients, qui cherchent pas des résultats immédiats. C'est pour ça que tu peux investir avec eux autres, puis être assuré là que, même si à court terme, c'est pas nécessairement extraordinaire, à long terme, c'est toujours des bons coups. Ils ont aussi comme philosophie d'être prudent en matière de financement. Au début, M. Desmarais, quand il était plus jeune, il était très agressif. Il a inventé des méthodes de financement pour acheter des compagnies. Mais maintenant, avec le temps, il est devenu plus prudent. L'autre chose aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entourent ils ont tellement du bon monde qui travaille pour eux autres. C'est toujours la force d'un leader, c'est s'entourer de personnes compétentes. Les experts qu'ils ont à un certain point, Paul Junior, mais je pense que c'était la récession de 2008, là. Puis Paul Junior me dit, il y avait des rumeurs, qu'on allait en déflation. Puis l'inflation, on n'avait jamais connu ça. Alors il dit, moi, j'ai fait venir les 3 meilleurs économistes au monde, puis on a passé une couple d'heures ensemble pour qu'ils m'expliquent c'était quoi la déflation, tu sais. Holy shit. Là, c'est wow. Alors, ils ont des ressources extraordinaires. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, dans ce cas-là, c'est bon. Et c'était des philanthropes aussi, des gens qui étaient très généreux. Dans les universités, entre autres, on voit souvent des pavillons à leur nom parce qu'ils ont donné de l'argent. Le musée, l'orchestre symphonique. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont... M. Desmarais Senior a transmis ça à ses enfants. Tu le vois dans la famille. Paul Junior, André sont aussi des gens très généreux. Moi, je suis allé les rencontrer pour qualité de l'argent là, pour des organismes sans but lucratif. Puis ils sont généreux. OK. Vraiment, c'est Moi, je sais, à Québec, ça a toujours fait jaser parce que la famille Desmarais n'a jamais vraiment investi dans le sport. Hein? Comme les Molson, comme les Bronfman, par exemple. Puis là, maintenant, tu as Québécois et Lado qui investit dans le sport. Puis tu en as d'autres dans les médias. Hein? Par exemple, dans l'Ouest, là, Thompson qui a rendu des Jets de Winnipeg. Maintenant, il est impliqué là-dedans. Tu vois souvent dans les médias des gens qui investissent dans le sport aussi parce que, Ted Turner. Il y a des liens. Ben oui, il y a des liens. Puis, il y a quand même eu une surprise il y a à peu près 2 ans, peut-être fait-tu 3 ans maintenant, où André Desmarais, le fils, a décidé d'investir avec Jacques Tanguay dans le business des remparts à Québec, le club de football universitaire, puis aussi le Challenge Bell de tennis qu'il y a à Québec. Ça, tout le monde s'est posé la question, comment ça se fait qu'André Desmarais, qui n'a jamais été impliqué dans le sport, embarque là-dedans avec Jacques Tanguay puis Michel Cadrin là-bas, puis il y a Patrick Roy aussi qui est là-dedans. Puis là, tout le monde s'est dit, puis il y a un rapport avec le retour des Nordiques. Ouais, je pense pas. Je pense, André, c'est celui qui est en charge des médias. Donc, il s'occupe plus des médias que Paul Junior. Ils ont jamais été très, très gros en communication et médias, là. Un peu au Québec, mais jamais très gros. Alors, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Quand tu regardes, comme je te disais, quand je te parlais tantôt les secrets, de Power, là, les équipes de hockey, là, ça tombe pas dans ce genre de trucs-là. Des affaires à long terme, des équipes de qualité, des affaires qui sont stables, tout ça. Alors, je pense que si André le fait, c'est
par intérêt personnel, moi, je pense. Puis je vois pas de grand... Pour le fun. On s'amuse avec ça. Je pense pas. Je vois pas là, de grands complots. Là. Moi, Sagard, on parle souvent, tu sais, les gens parlent souvent de Sagard. C'est un château, là. C'est pas un chalet, évidemment. C'est un château qui a un terrain de golf là-dessus avec 32 lacs. Un centre de chasse et de pêche. C'est carrément un camp de pêche puis de chasse. Ça, je pense qu'au fond, ça leur a fait une mauvaise image. Hein. En tout cas, à chaque fois que ceux qui avaient quelque chose à dire contre eux autres, ils revenaient « place Sagard, regardez ce qui s'est construit, puis c'est ignoble, c'est bien trop gros, ça n'a pas de bon sens, ça démontre que l'argent fait. » En tout cas, ça a joué contre eux autres. Ça. Mais quoi, on aurait-tu préféré qu'ils investissent, je sais pas, en Floride? Non, je sais bien. À l'Iowa ou... on est chanceux, ils ont investi ici au Québec. Là. Oui, mais tout le monde... Ça fait vivre le monde, ça. Mais tous ceux qui ont quelque chose à dire contre le capitalisme, contre la famille des Marais, ils reviennent toujours avec Sagard. On voit que ça dérange le monde. Hein? C'est bizarre, hein? Oui, mais Sagard, là, je comprends que là, tu regardes dans les journaux, tu as une photo, là, tu vois Sagard du haut des airs, mais Sagard, quand tu passes, tu le vois pas, là. Non, je sais. Tu sais pas que c'est là. Non, tu peux pas le voir. Effectivement. C'est des gens qui sont très discrets, puis Sagard, c'est sûr que tu l'entends parler de temps en temps, parce que bon, ils ont reçu, tu sais, M. Desmarais a reçu Sarkozy, les présidents, tout ça, pour aller à la chasse, tout ça. Mais c'est pas comme si c'est lui, là, qui s'en vantait ou. Non. Alors, il y a un teint de jalousie aussi, je sûrement. Mais c'était des gens qui se sont, puis encore une fois, quand tu parles aux enfants des Marais aujourd'hui, c'est incroyable parce qu'ils ont tellement, Monsieur Desmarais Senior a tellement bien réussi à transmettre ses valeurs, sa façon de travailler, sa vision des choses. Ses enfants sont de la même discrétion, sont de la même générosité, puis moi, j'appelle ça des gens qui ont de la classe. Ah oui. Non, vraiment de la classe, dans le sens où ils sont polis. Moi, tu sais, Paul, on a eu des soupers ensemble, puis ce qui est fascinant, autant Paul qu'André, c'est que si tu vas à une soirée avec eux autres, ils parlent jamais d'eux autres. Ils vont te poser des questions. Sur toi. Adrien, comment ça va ta business? Tes revenus, est-ce que tu sens la récession? Ils parlent jamais d'eux autres. Okay. Ils sont toujours en train de te poser des questions pour apprendre, tu sais, parce que oui, ils veulent savoir. C'est comme ça qu'on apprend, hein? C'est pas en parlant, c'est en écoutant. Ouais. Effectivement. C'est une belle famille. Mais là, est-ce que André puis Paul Junior, est-ce qu'ils ont de la relève, eux autres, des enfants qui sont impliqués dans les business? Oui, Paul Junior a au moins un fils qui a étudié en affaires. OK. Mais ils ont toujours été très prudents. Hein. Ils ont toujours dit aux enfants, en tout cas à celui, en tout cas, tu vas aller travailler ailleurs. Oui, va voir ce qui se passe ailleurs. Tu n'auras pas tout cru dans la bouche. À New York. Et je pense que maintenant, il est en train de faire des investissements de démarrage, mais ils sont très prudents pour pas imposer les enfants dans leurs entreprises. Faites ce que vous aimez un peu. Ouais. OK, good. On parlait un petit peu de politique quand même. T'es quand même le chef du Parti conservateur du Québec. Là. T'es pas juste un homme d'affaires. La transparence financière et le PQ, on parle d'un poste de directeur parlementaire du budget, un peu comme il y a à Ottawa. Puis là, on dirait qu'on est plus sûr à Québec? Ouais, moi te dire, là, on a un congrès le 19 octobre à Québec, puis on va présenter notre programme au Parti conservateur du Québec. Dépêche-toi avant l'élection? Et là, c'est ça. Et là, c'est la seule patente qu'on va créer, c'est le seul poste qu'on va ouvrir au gouvernement au Parti conservateur du Québec. C'est un poste de directeur parlementaire du budget. OK, toi, c'est le seul poste de fonctionnaire que tu vas créer, c'est celle-là? Ouais. Parce que je pense que c'est vraiment important. On l'a fait aux États-Unis. M. Harper l'a fait. C'est une espèce de chien de garde qui est là pour... c'est tellement un chien de garde que même Harper, à un moment donné, il voulait plus l'avoir. Non, c'est ça. Je pense que là, il trouvait qu'un chien de garde, il mordait un peu les jarrets. C'est ça. Mais moi, je pense que c'est bien important. Peut-être le problème qu'on a au Canada, c'est que ce chien de garde-là, il devrait normalement être nommé par le Parlement. Moi, je le ferais nommer au Québec par l'Assemblée nationale, par 2/3 des députés de l'Assemblée nationale, de façon à ce que, si le premier ministre l'aime pas, ne peut pas commencer à y couper son budget. Soit indépendant, là. Comme là, vois-tu, celui qui était au fédéral, Kevin Page, il est parti. Mais là, M. Harper a nommé vraiment, en tout cas, quelqu'un, on se demande vraiment, là, tu sais, c'est pas comme un petit caniche, là, au lieu d'un gros bulldog, là. Okay. Alors, il faut que ça soit nommé par l'Assemblée nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est que le PQ avait, au début, dans son programme, avait cette idée-là, de nommer une personne comme ça. Et cette personne-là, entre autres, donnerait un vrai portrait des finances publiques au moment du déclenchement des élections. Parce que, tu sais, quand il déclenche les élections, là, tout le monde a son cadre financier, puis là, c'est assez vaseux, puis c'est pas trop ce que tu t'en vas. Alors, un des mandats de ce gars-là, ça serait, quand il y a un déclenchement d'élection, de dire, OK, voici où est-ce qu'on en est dans les finances publiques.
OK. De façon à ce que tu n'arrives pas, oui. Le nouveau parti arrive, puis là, oh mon Dieu, on avait pas vu les placards, il y a plein de squelettes, ça me ça. Okay. Alors, donc, c'est important d'avoir cette personne-là qui va aussi analyser de façon indépendante l'état des finances de la province, il va analyser le budget des dépenses du gouvernement, les tendances de l'économie, vraiment quelqu'un d'indépendant. Alors, le PQ avait ça comme idée, mais, qu'annons ça, en passant, tu sais, c'est lui, le Kevin Page, qui avait trouvé tout le coût des F-35. Là, oui. Ça n'aurait pas sorti s'il n'avait pas été là. C'est ça. Ça nous prend quelqu'un comme ça. Le PQ n'a pas conservé cet engagement-là dans sa plateforme électorale l'an dernier. Et Bernard Drinville, qui était supposé d'essayer de partir cette affaire-là, a commencé à déraper en disant « Ah, mais là, ça coûte cher. » au secours, là, ça coûte cher. Ça peut pas coûter si cher que ça. Il y a bien d'autres affaires qui coûtent cher. Je veux dire, oui, les affaires coûtent bien plus cher que ça. Et ce gars-là ce bureau-là pourrait nous sauver de l'argent, c'est sûr, là. C'est sûr que ça mettrait des fois le gouvernement, qu'il soit libéral ou péquiste, un peu dans l'embarras, mais nous, les contribuables, on a quoi pour nous protéger? Là, là Mme Marois elle pose des annonces, la souveraineté alimentaire, les éoliennes, tout ça, ils achètent de la publicité, puis c'est la seule façon vraiment, c'est le seul message qu'on a. Ça nous prend quelqu'un d'autre qui est là pour nous protéger, qui n'est pas à la merci du premier ministre, qui est indépendant et qui est capable de nous donner vraiment l'état de la situation. Là, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le gouvernement minoritaire, les libéraux et les caquistes ont passé une motion qui a été approuvée que le vérificateur général revise le budget qui s'en vient là. Alors donc, quand il va y avoir la prochaine mise à jour économique, c'est pas un budget, c'est une mise à jour économique qui devrait avoir lieu bientôt, là, le vérificateur général va se mettre le nez là-dedans. Bon, c'est bon, mais le vérificateur général, c'est pas sa job de checker les budgets. Lui, il check pas les budgets. Lui, il est là pour checker les chiffres une fois que l'année est finie. Il est pas là pour checker les chiffres au début de l'année, puis les projections, puis tout ça. Alors, ça nous prend vraiment quelqu'un là spécialisé là-dedans. Et c'est le seul fonctionnaire que je vais engager si je suis au pouvoir. T'as-tu encore des doutes qu'il va y avoir une élection au début décembre? Ben, écoute, moi, j'ai ma boule de cristal, les batteries sont à terre, alors je suis pas trop sûr, mais j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi est-ce que Mme Marois déclencherait les élections compte tenu des derniers sondages qu'on a vus. À moins que Mme Marois ait des sondages là, privés, là, tu sais, ils font des sondages tout le temps, et qu'elle pense vraiment qu'elle est dans une lancée à tout casser, mais je sais pas, moi parce qu'il faut être prêt, là, c'est sûr que nous, on travaille fort là, aussi pour être prêt, mais... Parce que la CAQ, ça lève pas, puis Couillard, elle a complètement désorganisé, là. Ben, étant donné qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale, il est sûrement pas aussi présent que François Legault, par exemple. Mais quand là, nous autres, on reçoit la CAQ, on reçoit des communiqués, on reçoit des informations, on se fait approcher pour des entrevues, puis ils sortent plein de communiqués, ils sont sur le piton, ils viennent d'en faire une autre conférence de presse il y a quelques minutes, la CAQ, là. Parti libéral, je te jure, là, rien, là. Cherche-les, là. Ouais, non, c'est vrai, la CAQ a beaucoup d'espace médiatique par rapport à sa grosseur, puis probablement par rapport à la grosseur qu'elle va avoir après les prochaines élections. Parce que moi, j'ai l'impression, tu sais, si on suit au sondage, la CAQ va perdre 2/3 de ses députés, à peu près. Mais monsieur Couillard, là, j'ai bien du respect pour lui comme neurochirurgien, là, mais c'est un neurochirurgien. Il a été ministre de la Santé pendant un certain nombre de mois. Être un chef d'un parti politique, c'est pas pareil. C'est parce que quand tu es chef du parti politique, il faut que tu aies une compréhension de beaucoup de choses. Il faut que tu sois un généraliste dans beaucoup de choses. Moi, j'ai travaillé à l'Institut économique de Montréal pendant 12 ans. J'ai touché à toutes sortes de dossiers. On a analysé toutes sortes de politiques publiques. M. Couillard, c'est sûr qu'il est à l'aise en santé. Là, si tu parles de santé. Ah, ben oui. Mais là, si tu y parles d'immigration, si tu y parles de... Moi, j'ai eu des conversations avec lui au sujet du système de fiscalité au Québec, puis à part de dire qu'il va simplifier ça, parce qu'il trouve que c'est trop compliqué, il dit, il n'y avait pas grand-chose à me dire là-dessus. Alors, ça prend... je pense qu'il y a de la difficulté ça ne lui vient pas naturel. Je pense qu'il faut qu'il réfléchisse aux différents problèmes. Là, il était en consultation aussi pour son programme, mais... Alors, c'est sûr que François Legault est beaucoup plus sur le piton, disons, de ce côté-là, capable de réagir plus facilement. Okay. Il y a un sujet que tu m'avais mis ici, là. 100e anniversaire de l'invention de la chaîne de montage automobile, M. Ford. Puis là, toi, tu disais, les politiciens, ça crée nous donc à paix avec l'auto, là. T'as vu le débat hier, là, on parlait juste de transport en commun, là. Ouais, moi, je suis plus capable. Je veux dire, moi, je suis pour le transport en commun, mais je suis pas contre l'auto. Ben non. Puis c'est intéressant de voir que, bon, c'est le 100e anniversaire de la chaîne de montage, puis
les écologistes militantistes, là, c'est les extrêmes, ils veulent surtout pas qu'on parle de ça, mais l'automobile, là, c'est quand même extraordinaire ce que ça a fait pour l'humanité, tu sais, je veux dire. Et l'automobile aussi s'est tellement amélioré depuis ses débuts. Je te dirais qu'il y a 40 ans, une voiture consommait à peu près 2 fois plus d'énergie par passager 1000 que le transport en commun, puis aujourd'hui, ils sont pratiquement égaux. Et polluait pas mal plus. Oui, beaucoup plus. Puis aujourd'hui, on conduit à peu près 3 fois plus qu'en 1950, mais on dépense encore toujours à peu près la même proportion de notre revenu pour conduire. Alors, le coût du transport collectif, ça demeure encore malgré tout 4 fois plus par passager 1000 que le transport par voiture. Alors donc, les bénéfices de l'automobile sont immenses. Ça a démocratisé la mobilité. Ça permet des travailleurs d'avoir des meilleurs emplois, d'aller s'acheter des maisons plus loin qui coûtaient moins cher. Mais c'est ça, eux autres sont contre l'étalement urbain. Fait qu'ils chialent à cause des voitures, l'étalement urbain. L'étalement urbain, là, j'aime pas ce mot-là, moi, parce que l'étalement urbain, c'est simplement, c'est la croissance économique. Ben oui. Tu sais, on s'en va, on grandit. La ville grossit. On s'en va à Laval, puis après ça, on s'en va plus loin, à Blainville, puis moi, je veux pas vraiment de problème avec ça. Mais l'autre chose moi, d'après moi, Martin, on est sur le bord d'une révolution dans l'automobile avec la technologie informatique. Ouais. Moi, d'après moi, là, d'ici, je sais pas, 10 ans, là, tu vas voir, l'automobile va se conduire d'elle-même. Tu vas pouvoir beaucoup plus facilement partager des voitures grâce à l'informatique. Mm-hmm. Tu vas pouvoir avoir... Mais là, ça commence déjà un peu, là, avec un peu genre le Bixi de l'automobile qui commence, là. Mais ça, c'est rien, ça, parce que là, il n'y a pas encore beaucoup de technologie là-dedans, mais tu sais, éventuellement, tu vas pouvoir rentrer dans une auto avec ta clé, une clé qui va t'identifier le véhicule, qui va tout de suite savoir t'as fait combien de kilométrage, va t'envoyer la facture de l'essence. Tu sais, ça s'en vient, ces affaires-là. Oui. Les voitures qui vont se coordonner intelligemment pour se gérer dans le trafic, pour réduire la congestion. Puis avec des péages variables selon la congestion, puis aussi des meilleurs systèmes de synchronisation des flux de circulation. Ah oui. Moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment pouvoir utiliser à l'avenir les infrastructures routières de façon beaucoup plus efficace. Et les techniciens, les politiciens devraient, leur objectif en termes de transport, là, ça devrait améliorer le transport de tout le monde. Pas seulement de ceux qui prennent le transport en commun. Mais non. Ça devrait améliorer le transport de tout le monde. Facilitons la mobilité de tous les utilisateurs, pas seulement des utilisateurs du transport en commun. Je trouve que, par exemple, de dire, OK, on fait des voies réservées pour l'autobus. Ben, c'est parfait pour ceux qui voyagent en autobus, mais pour ceux qui voyagent en auto, ça fait moins de voies souvent, puis ça fait plus de trafic, plus de congestion. Ils se ramassent avec des voies réservées qui sont sous-utilisées souvent. Ouais, alors, c'est pas plus brillant. Alors, au lieu de dire, par exemple, on veut même pas au Québec que les automobilistes de 2 personnes et plus dans l'auto puissent utiliser ces voies-là. On veut que ça soit 3. Il n'y a pas personne qui voyage à 3 dans un char. 9 voitures sur 10 c'est une personne seulement. Si tu peux juste permettre à 2 personnes d'utiliser la voie réservée, déjà là, tu aurais des gens dans les mêmes quartiers qui se ramasseraient ensemble pour justement s'organiser. Mais regarde, on est tellement boqués, là. Absolument. Puis pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire, par exemple, les voies réservées pour les autobus, comme je l'ai vu aux États-Unis, en Floride, si tu veux t'en servir, tu peux, mais il faut que tu payes. Ben oui, t'as ça à San Francisco. On a parlé l'autre jour avec Cardinal Lapresse. Par exemple, tu fais un des ponts à San Francisco, entre Oakland et San Francisco. C'est ça, il y a une voie qui est réservée. Mais si tu veux la prendre, tu peux la prendre, mais ça va te coûter 3 piastres. Si tu es seul dans ton auto, tu payes pas. Tu payes. Si tu es 3 dans ton auto, tu payes. Alors, au lieu d'être complètement là obnubilé par le transport en commun, moi je pense qu'il faut améliorer la mobilité de tout le monde, puis il faut se poser des questions. Tu sais, restreindre les places de stationnement au centre-ville de Montréal, là, c'est vraiment une bonne affaire. Parce qu'encore une fois, on restreint la mobilité. Ben oui. On met des bâtons dans les roues à l'économie, on écœure le monde. Mais Adrien, tu sais, le problème qu'il y a aussi, c'est parce que on veut nous imposer le transport en commun au lieu de le rendre bon et efficace. Et là, les gens vont l'utiliser s'il est bon et efficace, ce qu'il n'est pas. Regarde le métro de Montréal qui tombe en panne à peu près tous les jours. Ouais. Alors qu'en Europe, les gens l'utilisent, le transport en commun, parce que c'est à la minute près, même à la seconde près. Ça fonctionne tout le temps, c'est efficace, c'est propre, ça va vite. Les gens le prennent. Si ça marche, tu vas le prendre. Un système de transport en commun extraordinaire, c'est celui de Londres, qui est géré par le privé, qui est contrôlé par le public. OK, c'est eux autres qui décident des routes, des tarifs, tout ça. Mais ensuite, ils vont en appel d'offres.
et ils font conduire les autobus et ils font gérer les autobus par des entreprises privées. C'est extraordinaire à Londres, les autobus, là, c'est fantastique. Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça ici? Ah. Tu sais, ça coûterait moins cher, on aurait meilleur service, il y aurait plus de monde. Avec un meilleur service, il y aurait plus de monde qui La réponse à Duhem, c'est bien simple, c'est à cause des syndicats. Ouais, c'est ça. Merci, Adrien. Hey, on se laisse là-dessus. À la semaine prochaine.